Marine Le Pen, elle a mis son parti en faillite et elle veut mettre maintenant le pays en faillite. Mais sauf qu'elle est au deuxième tour actuellement. Mais absolument pas, je suis désolée, ça dépend des sondages. Moi, j'ai plusieurs sondages, notamment les plus récents, qui me mettent devant elle. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas croire les sondages. C'est énorme. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour à tous. Bon, alors, faut les croire ou faut pas les croire, les sondages. Je pense que vous avez l'habitude. Ce matin même, Éric Zemmour a fait à peu près le même raisonnement en disant oui, les sondages, pour l'instant, on verra, c'est bizarrement constitué, mais bon, d'autres sondages me donnent au second tour. Oui, mais ça fait partie du folklore traditionnel. Chacun est dans son rôle. Les candidats font campagne. Les enquêtes d'opinion mesure les fluctuations, les tendances des Français. Notre rolling, en plus, est sur le terrain tous les jours, donc il est visible, il peut être relativement attaqué, mais il n'y a absolument aucun drame. Il faut toujours rappeler ce qu'est une enquête d'opinion. C'est pas une prédiction, c'est pas une prophétie ni un pronostic. C'est un rapport de force au jour J, sans avoir un caractère prédictif. Et notre rolling a l'intérêt de mesurer tous les jours les rapports de force électoraux et montrer l'incertitude. Ce que dit Valérie Pécresse est vrai, elle est dans la marge d'erreur avec Marine Le Pen. Il y a une incertitude rarement vue à 2 mois du vote. Pourquoi vous dites que c'est pas prédictif? Évidemment que pour les gens, c'est prédictif. Non. Ah non, mais non, puisque nous faisons nos enquêtes tous les jours, Gilles, mais il y aura peut-être des candidats qui ne seront pas sur la ligne de départ. On mesure peut-être des candidats qui vont se déclarer un peu plus tard. C'est un rapport de force au jour J. Bien sûr, plus on se rapprochera du 10 et du 24 avril, plus, j'espère, les tendances observées se vérifieront comme ça avait bien fonctionné dans le rolling 2017 et dans le rolling 2012. Alors, Frédéric Dabi, vous êtes directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes, un livre important et très intéressant justement sur cette jeunesse aujourd'hui avec laquelle il y a une certaine rupture. On en a parlé avec vous quand vous êtes venu dans la dernière émission. Vous nous avez dit que d'ailleurs les jeunes votaient soit Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron. Ça, c'est les tendances des sondages aujourd'hui. Et on va parler avec vous des abstentionnistes. Ce soir, LCI propose Mission pour convaincre, 21h05, présentée par David Pujadas et Routel Krief. Donc, cette émission va s'intéresser au rôle des abstentionnistes. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin, puisqu'encore une fois, on est aujourd'hui le 31 janvier, sur l'abstention et les abstentionnistes? Je trouve que l'angle de cette émission est original et pertinent, parce que effectivement on se focalise peut-être trop souvent sur la course des petits chevaux, sur les rapports de force électoraux aujourd'hui, mais on néglige le fait que la première question qu'il faut se poser quand on pense à cette élection présidentielle, c'est est-ce que les Français vont aller voter? Ce n'est pas anodin de poser cette question, alors même que traditionnellement, les Français votent massivement à ce scrutin, puisque nous sommes, j'ai envie de dire malheureusement, dans un contexte abstentionniste jamais vu depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, puisqu'à tous les scrutins à 2 tours, législatives 2017, municipales 2020, départementales et régionales 2021, le premier parti de France, la majorité des Français ne sont pas allés voter. Donc la question se pose sur la présidentielle. Bien sûr, l'abstention sera minoritaire, mais elle peut tangenter, elle peut même dépasser le record du 21 avril 2002 où 28% des Français n'étaient pas allés voter. Et ça joue en faveur de qui, l'abstention? C'est une très bonne question pour laquelle j'ai pas complètement la réponse. C'est vrai qu'un rapport de force électorale, les enquêtes que nous publions ensemble chaque jour, Valérie, c'est d'abord un différentiel de mobilisation entre des catégories qui vont voter fortement et d'autres qui vont moins voter, qui vont moins exprimer une intention de vote. Quand on regarde les catégories qui aujourd'hui expriment moins de votes, trouvons les jeunes. Et effectivement, vous avez raison de rappeler, dans la fracture, je montre que ce n'est pas une fatalité. L'abstention des primo-votants, l'abstention de ceux qui votent pour la première fois à une présidentielle, ils ont parfois voté plus que la moyenne. Donc les jeunes, les catégories populaires, les personnes qui n'ont pas de diplôme, les personnes désaffiliées, pas intéressées par la vie politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, politiquement, sont plutôt des électeurs de gauche, et on comprend pourquoi, compte tenu du contexte jamais vu et très compliqué de la gauche aujourd'hui, qui voteraient moins que la moyenne. Qu'est-ce qui les ferait aller voter, justement, puisque l'émission s'appelle Mission pour convaincre, Mission convaincre. Qu'est-ce qui les convaincrait, ces gens, pour aller voter? Faudrait quoi? D'abord, le fait d'aller voter est très indexé sur la campagne. Est-ce que la campagne va être intéressante? Est-ce qu'on va aborder les vrais sujets? Il y a une crainte qu'on voit dans nos
enquêtes chez beaucoup que le contexte Covid, le Covid qui gèle les choses, qui phagocyte les sujets médiatiques, gâche, voire tronque la campagne. Et tout ça, ça pourrait créer une abstention très forte, comme on l'avait vu par exemple aux élections municipales. C'est clair que plus les candidats seront concrets, plus ils aborderont les vrais sujets, plus les Français auront l'impression que cette campagne les concerne, plus ils iront voter. C'est un cercle vertueux. On a dans notre rolling vendredi posé une question auprès des personnes qui ne voudraient pas aller voter aujourd'hui. Ce n'est pas une prédiction, mais tel que ça se déroule aujourd'hui, il y a 2 sujets d'abstention, 2 motifs d'abstention qui émergent fortement. Déjà, le sentiment qu'aucun des candidats ne les représente, alors même qu'il y a beaucoup de candidats sur la ligne de départ. Et puis, quelque chose qu'on avait vu au régional, notamment chez les jeunes, ce que j'appelle une logique de vanité du vote, d'inutilité du vote. Les gens nous disent voter c'est vain, voter c'est inutile, voter ça ne change plus la vie, ce qui est très dangereux parce que la promesse du politique en France, notamment pour une présidentielle, c'est changer la vie, transformer le quotidien. Est-ce que le vote à distance changerait les choses? Alors moi, ça pourrait peut-être drainer quelques votes supplémentaires, mais je pense qu'on n'est pas sur une question de vecteurs, de moyens qui permettraient de voter. On n'est pas sur de la forme, on est plutôt sur du fond, sur une logique de ramener les Français, notamment les jeunes, aux urnes. Bien sûr, un vote par Internet, un vote par distance pourrait faciliter, notamment chez les personnes digitales natives, le fait d'aller voter. Mais ce n'est pas, à mon avis, une question de moyens, c'est une question de fond. Ouais. Et puis, vous savez très bien, Gilles, sur la question du vote à distance, du vote par Internet, il y a des craintes dans un contexte où le complotisme a de beaux jours devant lui. Si on met à mal le rite de l'isoloir, du choix seul, isolé, ça peut créer de la suspicion. Mais le problème, oui, c'est plus le fond. Moi, je vois, j'ai interrogé plusieurs personnes. J'ai fait mon petit sondage sur mon marché hier auprès des commerçants en leur disant, parce qu'on se connaît bien depuis longtemps, vous savez pour qui vous allez voter? Et ils me disent non. Ils me disent non, je sais pas. Je sais pas du tout pour qui je vais voter. J'ai été assez surprise. Je leur disais, je vous demande pas de me dire pour qui. Je vous demande, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Et j'ai senti une vraie... désespoir, le mot est un peu fort, mais oui, le sentiment qu'il n'y avait personne qui les représentait. Dans l'émission de ce soir, donc on va avoir des abstentionnistes. Quel est leur profil? Est-ce que ce sont de nouveaux abstentionnistes, des gens qui disent qu'ils n'iront pas voter, ou est-ce que ce sont des gens qui n'ont jamais voté? Comment a été composé le plateau ce soir sur LCI? Ces personnes qui ont été recrutées par l'IFOP sont relativement diverses, parce qu'il n'y a pas un seul motif d'abstention. Il y a des personnes qui ne vont plus voter du tout, c'est le cas. Il y a des personnes qui ont voté jusqu'en 2017 mais qui ne veulent plus voter. L'idée, la philosophie de l'émission, elle est confrontée à des candidats. Tous vont passer à ce banc d'essai et voir ce qui pourrait convaincre ces abstentionnistes de retourner aux urnes. Alors, 6 personnes, ce n'est bien sûr pas représentative, mais l'idée, c'est de essayer de voir la capacité des politiques à leur redonner confiance et à ressusciter cet acte qui était l'acte le plus traditionnel, le plus classique, d'aller voter à une élection présidentielle. Je rappellerai qu'en 2007, c'était pas il y a si longtemps que ça, l'abstention n'avait été que de 15 ou 16%. Ouais. Là, elle s'annonce peut-être 2 fois supérieure. Ouais. Ce soir, c'est Valérie Pécresse, on l'a pas dit, qui sera face à ces abstentionnistes pour essayer de les convaincre. Lucia nous dit bonjour. Pourquoi les Français ne votent-ils plus? Parce que le niveau de vie des Français, qui que ce soit qui passe, ces Français-là n'auront rien à faire, mais ceux d'en bas, ce n'est pas la même. Justement, ces promesses restent que des promesses. Juste la dégradation de nos vies financières, sécuritaires, et ça, nous, on s'en rend compte. Le problème du vote, nous dit Julien, c'est pas la méthode, mais les politiques qui ont détruit la fonction par leurs mensonges, leurs trahisons. Il y a un rejet très très fort des politiques. Hein. Est-ce que vous diriez comme jamais ? Oui, c'est vrai qu'il est très élevé. D'ailleurs, l'abstention jamais vue dont je viens de parler, à tous les scrutins à 2 tours depuis 2017, c'est le reflet de cette défiance. L'idée que ce qui était un rite classique, hein, le rite de la délégation du vote, je vote pour vous, mais vous, en retour, vous changez mon quotidien, vous améliorez les choses dans le pays, hein, une sorte de contrat de confiance a été très abîmé dans la période récente et ça fait longtemps. Hein, moi, je mets le curseur à la présidentielle de 2007, j'en parlais, où jamais l'abstention a été si faible, jamais les 3 premiers candidats ont obtenu, parce qu'ils étaient des candidats de rupture, de renouvellement, de renouveau, même il y avait une effervescence autour d'eux. Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et François Bayrou avaient obtenu à eux 3 75-76%. À partir de ce scrutin, si je mets de côté les régionales de 2015 faites après les attentats qui a été très spécifique, on a toujours moins voté à l'élection qu'à l'élection de référence précédente. Mais quand j'entends vos auditeurs, Valérie, il y a 2
il y a deux critiques. Il y a vous ne nous comprenez pas, vous ne connaissez pas nos vies, un sentiment de déconnexion et cette coupure et l'IRPUP qui fait beaucoup pour cette abstention. Ouais. Il y a eu des élections en Allemagne, il y en a eu en Espagne. Est-ce que c'est un phénomène franco-français, cet abstentionnisme, où on voit ce phénomène un peu dans toute l'Europe, ou c'est quand même spécifique à notre pays ? Non, alors c'est bien sûr spécifique à toute l'Europe. La crise n'est pas l'ami de la participation, puisque la crise, le sentiment que les politiques ont moins la mainmise ou la capacité à changer les choses touche tous les pays d'Europe. En Allemagne, l'abstention était relativement forte, notamment chez les jeunes. Non, ce qui est spécifique en France, c'est que il y avait une participation intermittente. On votait bien sûr moins aux élections intermédiaires, mais on votait massivement à l'élection présidentielle, parce que c'est celle qui change tout. C'est l'élection matrice, comme je disais. Là, ce qui est nouveau, c'est que on a des niveaux d'intérêt pour l'élection présidentielle qui sont très faibles, presque 20 points de moins par rapport à 2017. Alors, est-ce que l'intérêt peut se muer en participation ou en abstention? Il y a quand même une vraie corrélation. Donc c'est un phénomène européen, mais en France, si l'abstention massive touchait de plein fouet notre élection de référence, la présidentielle, ce serait un signal particulièrement dangereux. Moi, je voulais vous demander, c'est un peu notre question du jour, est-ce que les médias ont véritablement un impact sur l'opinion des Français? Est-ce que, par exemple, l'émission de Cyril Hanouna, où on a vu évidemment les politiques différents, est-ce que, par exemple, on observe que Mélenchon perd 2-3 points? Peut-il les récupérer? Est-ce que les médias influencent vraiment la vision de l'élection, ou il n'y a pas de pouvoir des médias? Alors, je pense que nous sommes dans une société d'influence. Donc, on voyait bien en 2017, toute une série de choses peuvent influencer ou orienter le comportement électoral des Français. En 2017, un des premiers vecteurs du vote des Français, ça avait été ces fameux débats d'avant le premier tour. Donc, c'était des débats télévisés où, pour la première fois, les principaux candidats avaient débattu les uns par rapport aux autres. Donc, ça avait un rôle important. Mais toujours, les réseaux sociaux, les médias, alors les sondages. Parfois, je regrette qu'on focalise ou bien qu'on concentre l'influence sur l'opinion uniquement à travers les sondages. Il y a également la socialisation familiale, amicale. Il n'y a pas une influence, si je puis dire, unique. Maintenant, l'émission dont vous parlez, qui a été une émission qu'à titre personnel, j'ai trouvé complètement navrante, a fait 1,5 million d'auditeurs, enfin de téléspectateurs, ce qui n'est absolument, ce qui n'est pas rien. Non. Mais ramener ça à 46 millions de Français inscrits sur la liste électorale, ça reste relativement marginal. Je ne pense pas qu'il y ait une émission de télévision qui puisse faire basculer les choses, sauf peut-être des débats d'entre-deux tours et surtout le fameux débat d'entre deux tours. Oui, sauf que dans mon petit sondage hier au marché, une commerçante me dit mais je sais pas pour qui voter. Il y a qui? Bon, il y a Macron, il y a Zemmour, Mélenchon, et puis il y a qui d'autre? Et je lui dis je sais pas, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo. Elle me dit mais je connais pas vraiment. Et donc il y a aussi nous on est dedans, et nos auditeurs qui nous écoutent sont aussi passionnés d'information, mais ceux qui sont pas forcément passionnés, effectivement, ce qui imprime, c'est Zemmour qui est omniprésent, Mélenchon, sont des gens qui sont beaucoup dans les médias. Le président de la République, forcément. C'est vrai que le clash, le buzz, le coup d'éclat permanent peuvent peut-être marquer plus que d'autres. C'est en ça qu'on est sur une campagne inédite. C'est vrai que traditionnellement, il y a des cadres qui vont rentrer plus tard dans la campagne électorale, qui vont connaître des candidats à travers les professions de foi, à travers la campagne officielle. On se souvient en 2002 comme Olivier Besancenot, ce jeune postier complètement inconnu, s'était révélé avec Crevé l'écran et avait fini à presque 4%, alors qu'il était quasiment à 0 au début de la campagne. Là où il y a une différence, c'est que le contexte Covid fait que les Français rentrent beaucoup plus tardivement dans cette campagne présidentielle, et c'est d'autant plus notable que la campagne, le vote aura lieu le 10 avril, c'est-à-dire 15 jours avant le vote tel qu'il était en 2012, en 2007 ou en 2002. Il y a ce temps de familiarisation avec les candidats qui tarde à venir. Ouais. Est-ce que vous allez changer votre manière de faire des sondages après la primaire populaire? Est-ce que désormais vous allez adopter ce mode de cotation qui est passable moins, passable plus, très bien, assez bien? Vous en avez pensé quoi Non, alors, je pense que le jugement majoritaire peut être intéressant pour évaluer des projets, des mesures. Sur des candidats, c'était effectivement assez baroque. Ça donnait un côté conseil de classe de la 6e 4 du lycée Serge Gainsbourg, si je puis dire. Oui, ça faisait un petit peu étrange. Maintenant, 500 000 personnes, ce n'est pas rien.
est-ce qu'il y aura une influence, un effet élection ou un effet désignation pour Christiane Taubira? L'Euroling de demain, d'après-demain et des suivants le diront. Ce qui me fait dire que l'influence sera peut-être limitée, c'est que ce qui est le vecteur de cette influence, cette primaire populaire, cet objet politique non identifié, n'a pas séduit, n'a pas convaincu, n'a pas intéressé des Français. Seul un Français sur 5 en avait parlé dans notre ligne. Ouais. Est-ce que la solution, ça serait pas comme aux États-Unis, d'ouvrir à la publicité des partis durant toute l'année d'ailleurs, autoriser la pub aux partis politiques pour intéresser les gens? Les États-Unis sont pas un très bon exemple. Il y a vraiment des dérives. Oui, mais en Allemagne, il y a des pubs qui sont très bien, mais du coup, ça permet, en tout cas, de présenter son programme, d'avoir plus de visibilité. Oui. C'est peut-être une solution contre l'abstentionnisme. On est un des rares pays à pas avoir en Europe de ne pas avoir les politiques autorisées à faire de la publicité. Oui, alors ça pourrait être intéressant. Alors ça peut générer deux effets pervers. La logique de distinction qui serait une logique de clash et de délégitimation des candidats ou des partis adverses. Deuxièmement, l'émetteur parti politique, s'il y a des primaires comme la primaire populaire ou des primaires hors parti, l'émetteur parti politique est extrêmement abîmé, extrêmement affaibli. Maintenant, pourquoi pas? C'est intéressant, mais je pense que l'abstention, c'est pas lié seulement à un manque d'informations sur les offres programmatique, c'est une question de lien de confiance qui a été abîmé. Quand on interroge les Français sur l'histoire politique depuis 15-20 ans, beaucoup nous disent on a été déçus par le quinquennat Chirac où il ne s'est rien passé, le quinquennat Nicolas Sarkozy n'a pas tenu ses promesses, François Hollande n'a rien fait, Emmanuel Macron s'est relativement mitigé. C'est ce récit qui explique une abstention si forte, mais il reste 68 ou 69 jours, il peut se passer beaucoup de choses, mais une des premières incertitudes, c'est ce spectre Covid qui quand même fige les choses. Ouais. Qui va gagner? Joker. Joker, non, il faut répondre, je ne sais pas, parce que si vous dites Joker, ça peut laisser entendre que vous le savez, mais que vous ne voulez pas le dire. Non, je ne sais pas. Et justement, le sondeur ne sait pas plus que l'ensemble des Français. La campagne, comment s'appelle? La campagne, comment s'appelle? Alors, Stéphane pose une question à la toute fin de l'émission, mais je vous réinviterai pour en parler, parce que vous avez passionné nos auditeurs. Comment élabore-t-on la formule d'un sondage? Eh bien, on en parlera très bientôt. Très bientôt sur Sud Radio, absolument. Donc, ce soir, vous serez dans l'émission d'LCI, Frédéric Dabi. Donc Valérie Pécresse à 21h face à des abstentionnistes. Mission pour convaincre, formule originale proposée par LCI, animée par David Pujadas et Ruth Elkrief. Merci Frédéric Dabi. Merci Valérie, merci Gilles, à bientôt. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio.